Bien, bon écoutez, il est l'heure, nous allons donc commencer. Je vous accueille et je vous remercie d'être ici, d'être avec nous, d'être ensemble. Nous allons donc, comme toutes les semaines, vous le savez maintenant, je vais vous animer donc un sujet qui est un sujet un peu plus technique cette fois-ci, qui concerne donc ce qu'on appelle les containers et l'évolution donc des applications du fait de l'arrivée des containers. Donc c'est quelque chose qui est important parce que ça a des conséquences sur la manière dont nous développons les applications. On est passé, si vous voulez, d'un mode où on écrivait des applications très grosses, lourdes, très monolithiques il y a quelques années, on va dire avec des langages de type impératif, et maintenant on est passé à des solutions qui sont beaucoup plus éclatées. On va utiliser le terme d'urbanisme parce qu'il est important. Et donc, en fait, c'est des morceaux d'applications que l'on va constituer de manière telle que ces morceaux soient réutilisables. Bien. Donc, on va parler de tout ça parce que c'est vraiment fondamental et ça a des conséquences extrêmement lourdes, hein, et en particulier dans les choix que doivent faire donc les responsables informatiques. Donc, je vais m'effacer, je vais laisser la place donc à cette présentation. Nous avons une heure à passer ensemble, on va essayer de regarder dans le détail ce qu'il en est. Alors d'abord, comme d'habitude, on va dire quel est le sommaire que je vais suivre. D'abord les origines, parce que c'est un peu curieux, mais l'affaire des containers est née, je dirais presque, un peu par hasard. Ça a été un jeune homme qui avait 35 ans, 33 ans à peu près, qui est un Français qui s'appelle malgré son nom Solomon Hykes, qui a eu l'idée d'industrialiser un concept qui existait déjà. Et en particulier, on le verra un peu plus loin, qui était apparu avec la version 10 donc, de Solaris. Alors, on va regarder les origines. Une chose qu'il ne faut pas opposer de mon point de vue, mais malheureusement ça arrive assez souvent, c'est l'opposition entre la virtualisation des applications et les containers d'applications. Ce n'est pas la même chose. Le but poursuivi n'est pas le même et les deux, d'une certaine manière, d'ailleurs VMware l'a démontré, les deux concepts sont tout à fait mariables. On peut imaginer des machines virtuelles avec un certain nombre de containers dedans. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de regarder quelles sont les applications que l'on peut imaginer et quelles sont les architectures applicatives que l'on va pouvoir héberger de cette manière-là. Donc, ce qui va nous amener très directement à ce fameux urbanisme. Développer, vous savez, une application urbanisée, c'est plus compliqué qu'avant. Il faut faire des petits morceaux qui soient réutilisables et qui soient, dans la mesure du possible, autonomes. On dit qu'ils sont sans état, même s'ils peuvent communiquer avec d'autres. C'est une conception d'application qui est assez différente et qui, à mon sens, nécessite d'avoir une réflexion préalable qu'il n'y avait sans doute pas auparavant. Avant, on va dire la vérité, j'en ai écrit, des applications qui étaient un peu des grosses applications monolithiques, on écrivait un peu comme des bœufs. Vous voyez, et donc des codes qui faisaient 25 000, 30 000 lignes, et puis on ne se préoccupait pas vraiment du devenir de ces applications et des gens qui allaient les utiliser après, et surtout qui allaient devoir les mettre à jour et les maintenir après. Donc, urbanisme applicatif. Les containers ne peuvent pas s'imaginer sans avoir un système d'exploitation en dessous. On verra que la grande différence qu'il y a avec donc on va dire la virtualisation, c'est qu'un container n'embarque pas un système d'exploitation dedans, contrairement donc à un système de virtualisation. Donc il faut un système d'exploitation qui soit dédié. Vous allez voir qu'on est quand même dans un monde très orienté Linux. Même si Microsoft a quand même raccroché les wagons à un moment donné en proposant une solution, c'était avec Windows 2016, une solution qui était le Core Windows, dans laquelle il y avait la possibilité, donc c'était une version de Windows très épurée, dans laquelle il y avait ce qui était nécessaire et suffisant pour faire fonctionner donc un container. Mais a priori, au départ, la technologie est plutôt orientée, on va dire, Unix, et donc surtout maintenant Linux. On verra un point essentiel de mon propos va être celui de l'administration, et je donnerai donc une part importante à Kubernetes. Alors, pourquoi Kubernetes? En fait, le mot, vous allez voir, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire timonier. C'est ce mot qu'a choisi donc Google
pour donner le pion finalement à Docker, qui était le numéro un, qui est resté d'ailleurs numéro un sur les images de containers, mais qui, du point de vue administration, avait beaucoup de difficultés à imposer sa propre solution qui s'appelle Swarm. Bien, donc on va parler de ça. Et alors, il y a un point qui est très important également, c'est qu'on a beaucoup reproché, avec un peu de mauvaise foi, que les containers manquaient de sécurité. D'abord, c'était oublié que la virtualisation et les machines virtuelles n'étaient pas non plus défendables toujours, hein, de ce point de vue-là. Mais on a un peu pris ça comme prétexte pour dire c'est une technologie qu'il ne faut pas prendre. Et alors, puisqu'il faut prendre des décisions et choisir donc des solutions aujourd'hui, ça me paraît absolument vital pour les années à venir, eh bien, il faut regarder comment tout ceci se situe, quelles sont on va dire, les sphères d'influence et les acteurs. Et il y en a deux essentiellement. Un plutôt, on va dire, pas piloté parce qu'il ne fait plus partie du conseil d'administration, qui est donc Google, et puis un autre donc qui est OCI, qui lui est plutôt d'obédience, on va dire, de Docker. Donc on va regarder tout ça en détail de manière à ce que on perçoive bien quelle est la vraie problématique. Il y a des aspects techniques là-dedans, mais il y a des aspects stratégiques de choix de solutions pour lesquels il ne faut pas se tromper. Et aujourd'hui, même si on est quand même relativement à l'aise, ce n'était pas le cas d'ailleurs il y a encore un an ou deux, il y a quand même des questions qui se posent, et ce sont ces questions que je vais regarder donc avec vous. D'abord les origines. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le container, alors container ou conteneur, alors j'utiliserai le mot franglais, hein, vous me le pardonnerez donc de container, c'est une technologie qui a 40 ans. 40 ans. Quand on regarde l'histoire de tout cela, au fond, tout ça remonte à 1979 avec une commande Unix qui est apparue, qui s'appelle la commande chroot, hein, donc qui est un change root. C'est donc un changement de répertoire du système de fichiers racine Unix et Linux, hein, que l'on connaît, qui s'appelle root. Pour la première fois, pour des questions de test, pour, on va dire, implémenter des process un peu critiques, sans détériorer donc en fait le comportement d'un système autre, on a introduit cette notion-là et on était en 1979. Et c'est au fond, on peut le dire maintenant, le début de la séparation des environnements pour chaque process qu'il faut recréer localement. Ensuite, c'était dans 2000, alors je ne vous donne pas toutes les dates, hein, je vous en fais, on n'est pas là pour faire l'historique de tout ça, mais quand même rappeler les dates importantes. On a vu apparaître les jails, donc les prisons. C'était avec une version donc Unix en 2000 qui était FreeBSD, qui permettait de gérer plusieurs environnements administrables indépendamment. Évidemment, on est dans le monde de la virtualisation, même si les motivations des conteneurs et de la virtualisation ne sont pas les mêmes. Et surtout, j'attire votre attention sur ce point, c'était donc en 2004, lorsque Sun a sorti une version qui était la version donc Solaris 10, avec le concept donc de zone. Et donc c'était une technologie, les conteneurs de Solaris, qui était donc issue de la virtualisation telle qu'on la pratique sur les processeurs x86 Intel ou AMD, ou sur les processeurs RISC de type Spark. Et c'est une séparation de zones, c'est-à-dire que là, l'OS est virtualisé et il est isolé des zones. Et donc, progressivement, on avance. En 2006, on a vu apparaître donc les containers, les process containers, qui sont devenus par la suite donc les C-groups, donc après. En 2008, ça a été les LXC, c'est-à-dire les containers dans Linux. C'est-à-dire, en fait, c'était l'implémentation des C-groups et des namespaces donc de Linux, hein, et qui fonctionnent sur un seul noyau Linux. On voit bien apparaître maintenant le concept de container. On a vu une date importante aussi, c'est celle de Podman, qui est un moteur de container, qui est apparu à peu près à la même époque, un peu plus tard d'ailleurs, hein, qui est conforme au OCI, on verra un petit peu plus tard. Et puis surtout en 2017, c'est l'adoption donc de Kubernetes par le CNCF, donc et ce fameux organisme qui avait été créé en partie d'ailleurs avec le projet Kubernetes par Google et qui aujourd'hui fait quand même la pluie et le beau temps, hein, en matière non seulement d'administration mais de gestion donc de ces fameux containers. Donc si vous voulez, on se rappellera d'une chose,
c'est que c'est une technologie qui a 40 ans, que le mérite de ce jeune homme, donc Solomon Hykes, que l'on voit ici, a été d'industrialiser le concept avec Docker. Et là, on est donc il y a quelques années, hein, petite compagnie, hein, une compagnie qui s'appelle .cloud, qui maintenant a été vendue. Et on verra que ce qui est un peu gênant dans la technologie Docker, c'est sa taille. Sa taille, et d'ailleurs, ça explique pourquoi maintenant elle a été rachetée, cette compagnie, par moi j'appellerais ça un illustre inconnu, sauf par les spécialistes de Kubernetes, donc, qui s'appelle Mirantis. Mais quelque part, c'est un petit peu dommage parce que le créateur de la technologie, d'ailleurs, s'est retiré en 2018, donc, de l'administration de la compagnie Docker. Donc, vous voyez les origines que l'on peut donc rappeler maintenant. Alors, l'objectif que nous allons donc suivre, ça va être de démontrer que la technologie des containers est destinée à construire des applications pour des clusters. C'est-à-dire, comme c'est montré ici, une architecture de microservices avec des nœuds d'un cluster. Alors, il peut y en avoir entre, disons, 5 jusqu'à plusieurs dizaines de milliers. Il y a des versions donc qui sont faites pour ça. Chacun de ces nœuds va emporter un système d'exploitation, le stockage, mais le problème du stockage est un problème fondamental dans les containers parce que on ne sait pas toujours s'il faut embarquer la base de données dans le container ou il faut la mettre à côté. Moi, je pense que pour des questions de performance et disons de stabilité, il est préférable de le mettre à côté, mais il y a aussi des cas où on peut très bien considérer que ce serait une bonne idée de le mettre à l'intérieur du container. Oui, c'est donc l'idée. C'est une architecture donc de microservices d'aujourd'hui qui est en train d'exploser. Et elle explose pourquoi? Eh bien parce que on voit apparaître des applications qui sont issues donc des objets. Les objets, ce sont des capteurs, des petits objets sur lesquels on va donc embarquer quoi? Eh bien on va embarquer du code, un petit bout de code, mais il ne faut pas le mettre sous contrôle d'un système d'exploitation qui fait 48 terabytes, sinon ça serait une catastrophe. Donc la notion de container léger est très adaptée finalement donc au concept de microservices application. Donc on va le trouver maintenant, le mélange que j'ai fait apparaître sur ce schéma entre des nœuds qui sont servis, on va dire, par un système d'exploitation Linux et d'autres qui sont sous contrôle d'une version Windows, c'est faisable. Sauf si vous voulez vraiment vous créer des embêtements, faites-le. Vous aurez des soucis à partir du moment où tous ces petits objets vont vouloir communiquer entre eux. Je pense que encore pour un temps, avant que tout se stabilise, il serait de bon ton et de bonne politique que de se limiter donc à une seule obédience qui serait celle donc de Linux ou pourquoi pas celle de Ubuntu. Ça c'est quelque chose. Ce sera ça notre application de demain. Et donc je vais en parler longuement par la suite. Bien. Maintenant. L'arrivée des containers, c'est donc une autre approche des applications. Donc, le principe d'un container, c'est de construire une boîte, car un container, c'est un ensemble applicatif, dans lequel il y aura l'application, mais il n'y aura donc pas le système d'exploitation. Par contre, il y aura ce qu'on va appeler des features, c'est-à-dire des fonctions système, qui vont permettre à cette application de communiquer avec le système d'exploitation qu'elle va trouver sur le nœud dans lequel elle est implantée. Vous voyez? Et donc, on n'a pas besoin de transférer un système d'exploitation complet. On a besoin simplement d'avoir un certain nombre de librairies. Vous en avez ici quelques-unes qui sont indiquées. La libcontainer, par exemple, libvrt, l'XC donc de Linux, issu de Linux, etc. Ce sont on va dire, des bibliothèques qui me permettent de communiquer donc avec tous les services que va me rendre Linux, et vous avez la même chose, l'équivalent donc avec Windows. L'objectif, et ça j'attire votre attention sur ce point parce qu'il est essentiel, l'objectif c'est de diffuser des applications. À la limite, c'est surtout ça qui est important. On va diffuser des applications à une vitesse phénoménale. Alors, des applications, on va dire, qui sont adaptées à ce mode de diffusion. Le transactionnel pur, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Par contre, des applications asynchrones, des applications de BI, des applications modernes aujourd'hui de productivité individuelle, de tout ce que vous voudrez, là oui, c'est quelque chose qui est tout à fait bien adapté. Donc, c'est diffuser des applications. Et on a quand même des résultats qui sont absolument stupéfiants. Regardez, l'opérateur américain, donc AT&T,
a déployé 400 000 applications, alors c'était des petites bien entendu, dans les nœuds de son cluster, vous savez en combien de temps? 5 secondes. 5 secondes. On est dans un monde complètement différent de celui de la virtualisation. C'est pourquoi on dit que c'est la victoire du coupé-collé du container par rapport à installer, qui est relativement lourd avec la virtualisation, configurer et exécuter donc les 3 phases spécifiques de la virtualisation. Donc l'idée que l'on va construire, et ça c'est vital, on va essayer de construire, et c'est ça que font les entreprises maintenant, on va construire un annuaire, un repository, pour utiliser le terme anglais, anglophone, un repository dans lequel il y aura tous les containers, toutes les images de containers qui sont des exécutables prêts à l'emploi. Et une application, à un moment donné, aura besoin de l'une de ces images qui appartient donc à cet annuaire repository, va aller le chercher et ira l'implanter sur un nœud du cluster prêt à l'emploi, et il va donc s'exécuter. Et donc, on va construire un repository. Et donc, ça sera quelque chose qui va être automatique. On ne va pas commencer à se poser des questions sur comment je fais pour transférer tel service ou tel microservice qui se trouve sur tel nœud pour l'envoyer ailleurs. C'est ça l'idée d'un container, c'est de la diffusion d'applications. Alors, une architecture container, elle est fondée sur 3 grandes couches. Au-dessus du système d'exploitation, dont je vous rappelle qu'il ne fait pas partie. Il ne fait pas partie donc du container. C'est l'image application, telle qu'elle est adaptée et implantée dans le système, par exemple avec Docker, on va construire donc un fichier qu'on appelle un Dockerfile, donc qui est en fait l'exécutable. Ça c'est l'image applicative. Donc ensuite vous allez avoir le runtime d'exécution, c'est-à-dire la plateforme où va s'exécuter donc l'image applicative, et ça c'est donc Docker, par exemple, ou d'autres. Et puis, c'est aussi la couche, la troisième partie, c'est la couche, on va dire, d'administration, telle que Kubernetes, dont l'objet est, entre autres, de lancer et de faire communiquer des applications qui sont urbanisées. Vous voyez sur ce schéma, on n'est pas du tout dans le même contexte. Ici, à gauche, vous avez 3 machines virtuelles qui sont chacune avec son système d'exploitation hôte, et à droite, vous avez un système de containers, un container pouvant avoir plusieurs images, alors il peut y en avoir 1, 2, 3, 4, et donc ils vont se partager les services, les features proposés par le container, qui va donc leur permettre de communiquer avec les services de l'engin, ici c'est l'engin Docker, ou du système d'exploitation Linux. Ça c'est le principe, donc très différent, on va dire, du fonctionnement de la virtualisation. Alors donc, je vous l'ai dit, pourquoi les containers? Alors, d'abord, il ne faut pas opposer, je vous l'ai dit, un container et virtualisation, de mon point de vue, donc ils se complètent. C'est donc une plateforme de diffusion, on vient de l'évoquer, et c'est un environnement d'exécution complet, avec une application, avec ses dépendances, ses bibliothèques, etc., tous ces fichiers binaires, et tous les fichiers de configuration nécessaires pour qu'on puisse l'exécuter, qui sont regroupés dans un seul package, mais il n'y a pas le système d'exploitation. Alors, j'ai été un tout petit peu vite parce que je vais revenir par la suite là-dessus, c'est que qu'est-ce que l'on va mettre dans un container, dans une image plutôt, d'un container? C'est pas simple ça. Il y en a qui vous disent, il faut tout mettre. Oui, mais si vous mettez tout, d'abord vous risquez des dysfonctionnements, vous risquez donc beaucoup plus de problèmes, ça peut être beaucoup plus lourd, ça peut être inadapté, on l'a évoqué donc avec les bases de données, mais c'est vrai qu'un container, l'image d'un container doit être autonome, elle doit être indépendante et autonome, donc c'est une instantiation, on va dire, donc d'un container. Alors, si, juste un mot maintenant pour quand même un tout petit peu se fixer des idées en matière de marché. Si j'insiste autant aujourd'hui sur le côté, on va dire, Docker, c'est que Docker représente aujourd'hui 83% du marché mondial, et donc alors qu'il était de 99% il n'y a pas si longtemps, donc en 2018. Donc c'est tout à fait énorme. Donc ça a un petit peu baissé maintenant. Ce sont des chiffres de Markets and Markets, ça. Une autre source nous dit donc en 2025 il devrait y avoir 8,2 milliards de dollars qui seraient générés par ces technologies avec une évolution d'année en année de 31,8%.
Alors, si on compare, si vous aimez ces chiffres, c'est simplement pour dire, c'est vrai que c'est important les containers, mais quand on compare avec le marché de la virtualisation, on n'est quand même pas dans les mêmes eaux. C'est quand même assez différent. La virtualisation donc d'aujourd'hui, c'est à peu près prévu, en tout cas pour 2023, 63 milliards de dollars. Donc c'est quand même beaucoup plus, avec toujours une progression annuelle de 30% à peu près. Donc au fond, la virtualisation des systèmes d'exploitation représente aujourd'hui un marché qui est plus de 12 fois supérieur à celui donc des conteneurs. Et vous avez donc sur cette image un petit peu un type d'implantation, vous voyez, avec vous avez des machines virtuelles avec un certain nombre d'instances, hein, donc d'images, sous système d'exploitation Linux. Voilà, les applications pouvant être développées bien sûr avec Windows, .NET, avec Node, avec en Java. Il n'y a pas beaucoup de contraintes de ce point de vue-ci, de ce point de vue-là, même s'il y en a quand même quelques-unes. Bien, alors, cela dit, il n'y a pas que Docker, hein, il n'y a pas que Docker. Alors je voudrais, alors c'est pas le plus important, mais je voudrais quand même être le plus complet possible. Aujourd'hui, c'est Docker qui mène les débats. Même si Docker a été racheté donc par Mirantis, c'est quand même lui qui mène les débats. Alors il y a un rapport qui s'appelle un rapport donc de Sysdin, c'est lui qui indiquait donc que Docker avait 99% donc du marché en 2017. Il y en a d'autres. Alors vous avez par exemple le Core OS RKT. Alors il faut prononcer ça Rocket. Il est très proche conceptuellement de Kubernetes, et entre autres les images qu'on appelle les RKNetes s'installent très facilement. Alors au départ, il était conforme avec deux natures d'images conteneurs, avec Docker et avec APPC, qui maintenant d'ailleurs a été abandonné. C'est très compatible avec beaucoup d'environnements de cloud, c'est pour ça qu'on l'utilise assez souvent maintenant pour, disons, des clouds publics qui posent un peu moins de problèmes. Alors à l'origine, il n'était pas conforme avec la recommandation d'aujourd'hui qu'on appelle OCI, mais maintenant ça a été corrigé avec une nouvelle version donc qu'on appelle les RKT ou RKNet. Quelques spécificités donc de ce Core OS Rocket, donc entre autres le support pour la sécurité donc de l'architecture dite TPM. Maintenant, c'est une architecture qui a été rachetée par Red Hat. Une autre image qui est très importante, c'est celle d'Apache. D'Apache, donc Mesos, Containerizer, donc qui était créé, donc qui en 2018 avait 4% des instances du marché. Lui, il est compatible avec OCI, avec deux formats, Docker et APPC comme tout à l'heure, avec un usage qui est très répandu, qui est celui des constructions Big Data, et on le retrouve assez souvent avec des outils toujours de la fondation donc Apache, c'est-à-dire des outils tels que Flink ou Spark, où là on est vraiment dans le monde du Big Data. Alors le problème c'est que une image Mesos ne peut pas fonctionner seule, elle doit s'appuyer sur un framework Mesos. Vous avez également le container LXC, donc là c'est une version Linux, hein, avec trois modules, le runtime donc LXC. Vous avez qui est un démon qui a été écrit en Go et qui gère tous les containers et images, avec une nouvelle interface d'administration d'usage, hein, et puis une gestion des containers. Et puis vous avez aussi LXFuzzy, qui est la gestion de fichiers, donc qui est spécifique de ce fameux LXC. Alors, beaucoup de difficultés pendant un temps avec Kubernetes et puis OCI, mais ça reste quand même une valeur sûre. Je vous ai parlé de Podman, hein, moteur de container OCI maintenant, dont on parle beaucoup, et puis d'autres runtime tels que OpenVZ, qui est une extension Linux en 2005 qui a été fondée sur la virtualisation, un petit peu dépassée aujourd'hui, mais bon, vous avez d'autres solutions qui existent, par exemple Hyper-V, l'outil de virtualisation donc de Microsoft est aussi donc une solution qui permet d'imaginer ça. Bon, on va pas retenir tout ça. La seule chose que je voudrais donc sur laquelle je veux insister, c'est qu'il n'y a pas que Docker, hein, contrairement à ce que l'on pourrait donc s'imaginer. Il y a d'autres solutions. Alors, quelles sont donc les architectures et applications types que l'on pourrait donc retrouver? D'abord, il faut bien savoir qu'un container peut, je presque dire, doit être très réduit. Quelques mégabytes, alors qu'une machine virtuelle avec son OS peut représenter plusieurs gigabytes. Un serveur, virtualisé ou non,
peut accueillir beaucoup plus de conteneurs que les machines virtuelles. Alors, je vous signale que la grande majorité donc, des implantations donc, de conteneurs se fait dans un environnement virtualisé. Donc, raison de plus pour ne pas chercher donc, à les opposer. Le temps de démarrage d'une machine virtuelle est beaucoup plus long, alors que les conteneurs démarrent quasiment instantanément, ou ils devraient en tout cas se comporter comme tels. On peut organiser les traitements de manière très différente avec une machine virtuelle. C'est tout à fait traditionnel. Je peux parfaitement mettre une grosse application transactionnelle avec dedans du code, plusieurs dizaines de milliers de lignes de code. C'est pas la même chose. Avec les containers, là c'est pas pareil. Là on est dans un mode dit en anglais just in time. C'est au moment où j'ai besoin de mon service, mon microservice, je vais le chercher et hop, just in time, juste au moment où j'en ai besoin, donc il va s'exécuter. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Ça a l'avantage des containers, c'est quand même de libérer des ressources sur la machine d'hébergement. Vous voyez, si vous appelez sur une machine d'autres services et d'autres microservices, vous n'êtes pas en permanence, je ne vais pas dire pollué, mais en tout cas obligé d'héberger donc ces ressources-là. Alors, au fond, donc, alors plutôt que d'exécuter une application, c'est ça la grande différence, complexe, entière, dans un seul conteneur, on va pouvoir la diviser, donc une machine virtuelle, on va pouvoir la diviser donc en modules, interface utilisateur, les bases de données, vous voyez, toutes ces choses-là. Attention, attention aux applications anciennes, quand on veut faire des conteneurs, qui dépendent soit d'un noyau Linux déjà dépassé, ou de systèmes qui dépendent de systèmes, des API externes, donc des frameworks dédiés d'entreprises tierces qui ont contribué à ce paysage à cette époque-là. Méfiez-vous, c'est quand même une technologie qui est relativement récente et qui n'est pas très à l'aise avec les vieux nanars comme on pourrait les trouver. Donc finalement, vous savez, c'est une approche microservice. Chaque module, ce qu'on va appeler un module, ça sera quelque chose donc de très simple, facile à administrer, et on pourra lui apporter des modifications toujours simplement, sans avoir à reconstruire une application entière. Vous voyez bien la grande différence. Cela dit, il n'y a pas que des avantages. Vous avez aussi quelques difficultés qui sont inhérentes. Alors, les systèmes d'exploitation donc dédiés, je vous ai dit que les containers ont besoin de s'appuyer sur un nœud du cluster, sur un OS. La plupart du temps, c'est donc Linux, mais ça peut être aussi, donc on l'a évoqué, ça peut être Windows, on le verra donc un peu plus loin. Les containers n'ont pas besoin de la totalité des services d'un système classique. C'est donc simplement un runtime, une plateforme d'exécution, des images. On a besoin d'avoir accès depuis cette version, disons, d'un registre, par exemple dans le cas de Docker, d'images Docker dans lequel le système de diffusion va puiser, qu'il s'agisse de cloud ou d'installation locale. On aura donc des outils pour ça, des outils qui vont permettre de rechercher, de déplacer, de charger, de sauvegarder et de marquer à l'usage donc les images Docker. Alors la construction d'une image Docker, elle se fait avec une commande build à partir d'un fichier Docker. D'un build de Docker, et on va éditer ces fichiers, donc ils seront des Docker files. Le système d'exploitation qui est donc en dessous de ces conteneurs et images de conteneurs doit être un complément de l'image Docker, parce que celle-ci, comme ça, va avoir la possibilité d'accéder à des privilèges hôtes élevés et ne pas constituer un obstacle à l'orchestration d'images multiples par le standard d'aujourd'hui qui est donc Kubernetes. Grâce à cette proximité, on va dire, entre le système d'exploitation et Docker, l'image donc de conteneur aura accès aux ressources de réseau, de stockage, et d'autres ressources qui seraient donc utiles. Le noyau Linux comportera tous les services indispensables, les namespaces qui vont donc garantir l'isolation entre les process, les C-groups qui vont contrôler l'attribution des ressources Linux, et pour tous les problèmes de sécurité, donc le fameux Cell Linux, donc qui permet d'assurer donc une politique de contrôle d'accès donc aux éléments de configuration. Deux choix possibles, un qui me paraît intéressant et l'autre qu'il ne faut pas faire. Soit vous faites tout vous-même. Il y a un côté bidouille là-dedans qui peut rassurer et faire plaisir aux gens du système, mais alors on va passer plutôt par un outil générique. Alors je pense que c'est pas, je parle des utilisateurs.
Notre rôle n'est pas de faire du système avec tout ça. Il y a des plateformes aujourd'hui avec Kubernetes sur des images Docker, par exemple, qui permettent de tout implanter. Et il y a des systèmes d'exploitation, des versions de systèmes d'exploitation tels que Linux, qui me permettent quand même de m'abstraire et de me libérer de ces tâches qui, à mon sens, ne font pas partie de mon périmètre. Bien. L'offre pour Linux, pour les containers, alors il y en a à peu près une dizaine de distributions qui existent aujourd'hui. Vous en trouvez 5 ici sur ces schémas. Vous avez Core OS, donc qui s'appelle maintenant Container, donc Linux, gros déploiement. Hein, c'est pour des gros déploiements qui est livré donc avec les fonctions de stockage distribuées importantes, hein, ETCD, et des systèmes de découverte, et puis le système Fleet, hein, donc pour les réseaux. Il supporte Docker et Rocket. Proximité, c'est vrai, avec Google, donc ça a été conçu à l'origine pour Kubernetes. Il y a Rancher qui est un système d'exploitation, lui aussi conçu pour les containers. Il est très souple, avec une empreinte qui n'est pas importante, qui est de 20 MB, donc c'est pas gros, qui est très efficace dans sa gestion de ressources. Et entre autres, on va retrouver ça dans certains IoT, on va dire, de plus haut niveau, parce que 20 MB d'occupation pour un objet, un petit sensor de bas de gamme, c'est quand même assez rédhibitoire. Alors, l'avantage qu'il a aussi, c'est d'être compatible Swarm, donc de Docker, Mesos, donc de l'administration de chez Apache, et puis donc Kubernetes. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être essentiellement compatible avec Kubernetes. Vous avez le système qui s'appelle Atomic. Atomic, pour des projets, je vous l'ai dit tout à l'heure, de plusieurs dizaines de milliers de nœuds. Alors, compatible avec Kubernetes, et il a donc le système Flannel pour les réseaux. C'est de la virtualisation de réseaux, le système ETCD comme tout à l'heure, hein, et puis il a OS3 pour l'administration haute, et il utilise, c'est un particularisme, le système de gestion des packages de Red Hat qui s'appelle RPM, et puis il utilise également CLinux pour la sécurité. Du côté de VMware, on a Photon, hein, qui est un système assez récent, qui est dédié container, mais qui a été conçu, lui, pour VMware à l'origine. Il supporte Docker et Rocket, et également Swarm pour la virtualisation, pour l'administration, Kubernetes et puis Mesos. Et Alpine, donc Linux, alors lui, c'est très simple, une empreinte de 5 MB. Très facile à installer. Tout est conçu pour qu'il ne soit pas encombrant. Donc, évidemment, c'est l'idéal pour les IoT. L'administration, malheureusement, est un peu trop spécifique aujourd'hui. Mais pour des projets d'IoT de capteurs, je pense que vous ne pouvez pas en faire l'économie. C'est l'une des solutions intéressantes. Puis il y en a d'autres, hein, il y a même des versions très universitaires aujourd'hui, mais qui ne présentent pas un intérêt, on va dire, industriel. Chez Microsoft, on a donc, je vous l'ai dit, on s'est raccroché donc aux branches. Microsoft supporte plusieurs images, de systèmes d'exploitation, hein, pour les conteneurs. D'abord Windows, on peut, hein. Il y a Windows Server Core, donc qui est une image petite qui contient un sous-ensemble des API Windows Server. Alors vous avez dedans un point net complet et la plupart des rôles du serveur. Vous avez surtout Nano Server, la plus petite image de Windows Server apparue donc avec le Windows Server 2016, avec la prise en charge donc des API .NET Core les plus récents et certains rôles de serveur. Et puis vous avez également la version maintenant récente, toute récente, de Windows 10 IoT standard, qui est utilisée pour les fabricants de matériel pour les tout petits appareils, donc IoT, et qui utilise soit des processeurs de type x86 ou 64 bits, x64, ou bien des processeurs RISC de type ARM. Alors vous avez tout un écosystème hein, chez Microsoft qui vous permet quand même de batailler avec le monde des conteneurs. Vous avez donc l'exécution des conteneurs qui peut se faire avec des conteneurs Windows ou Linux ou Windows 10 avec Docker ou en natif avec Windows Server. Vous pouvez faire du développement donc conteneurs avec Visual Studio et Visual Studio Code, prise en charge de Docker Compose, Kubernetes et puis le fameux gestionnaire de packages publics qu'on appelle Helm. On peut publier sous Microsoft des applications en image container, hein, sur une instance Docker Hub, donc publique, ou sur une instance Azure Container Registry, privée, hein, pour le développement, donc le déploiement d'instances privées. On peut faire des déploiements de containers à grande échelle sur Azure ou dans d'autres clouds, hein, et on peut déployer sur des containers locaux en utilisant toujours le Azure Kubernetes Service.
Ce qu'il faut voir, c'est que Microsoft aujourd'hui s'est rangé et appartient d'ailleurs à l'environnement donc qui a été voulu par Google, pareil que Docker. Donc maintenant, il n'y a pas, de ce point de vue-là, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de vraie question à se poser. Donc, on est sur l'urbanisme. Alors, je pense qu'il était important de se dire que les containers, on l'a donc évoqué dès le départ, ne peuvent pas être imaginés et conçus sans avoir en arrière-plan les problèmes d'urbanisme, c'est-à-dire la conception des applications urbanisées. Cette conception, je le répète, c'est à la fois un comportement des développeurs et chefs de projet et des critères techniques. C'est un comportement parce que le code que l'on va produire doit être modulaire, réutilisable par des tiers internes ou externes, compréhensible, que ce ne soit pas des usines à gaz, et donc de qualité bien documentée, simple, et qui répond aux exigences fonctionnelles. L'urbanisme applicatif, c'est un ensemble de méthodes et de règles techniques qui permettent comme ça de l'obtenir. Mais je vous dis, c'est surtout un état d'esprit et qu'il faut inculquer donc dans l'entreprise, car encore une fois, j'ai déjà dit lors de précédents webinaires, le développeur et chef de projet, il ne programme pas pour lui, mais pour la compagnie qu'il emploie et accessoirement qui le paye. Les architectures de type SOA qui ne marcheront jamais, des architectures MSA, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais bon, MSA, donc de microservices, les web services, les web components, donc HTML, les architectures dites sans serveur, FAS, NHAP, sont toutes les formes, ce sont des formes en tout cas les plus connues donc d'urbanisme applicatif. On trouvera dans cette panoplie 4 natures de composants, des composants de présentation, qui se chargent de la gestion de l'interface utilisateur, tout ce qui concerne la logique métier ou la logique du domaine, la logique d'accès aux bases de données, donc tous les composants d'accès aux données, que ce soit d'ailleurs du SQL relationnel ou du NoSQL, et puis tout ce qui est logique d'intégration, logique d'intégration de l'application. Bon, ça, ce sont des principes donc Alors, comment est-ce que Docker s'y prend pour résoudre ce problème? Lui aussi, Docker est fondé, donc, container, il est donc fondé sur des bonnes pratiques d'urbanisation. D'abord, l'héritage. Une image Docker peut hériter d'une autre par une commande qui s'appelle from. Alors, d'ailleurs, il existe aujourd'hui un certain nombre d'images de référence qui sont stockées dans Docker Hub, mais dans d'autres repositories, Debian, Ubuntu, Microsoft, etc. Ça peut être, et c'est toujours d'ailleurs, un très très bon point de départ. Le process de fabrication d'une image qui va être simple et rapide, c'est à partir du Dockerfile. Et donc, la cible de Docker, ce sont des architectures de microservices, et pour lesquelles les builds associés à chaque microservice vont devoir évoluer facilement. C'est le principe même. Et on dit d'ailleurs que les Dockerfiles, qui sont donc la nature même donc des images de Docker, doivent être éphémères. Alors, il y a plusieurs registres, ça dépendra en général, on va utiliser on peut utiliser celui de Red Hat, par exemple. Il y en a 2, il y a Docker Registry, puis vous avez OpenShift maintenant. Je vous rappelle que Red Hat a été racheté donc par IBM, ce qui va donner donc un souffle nouveau, et, coûteux, parce que ça a coûté quand même près de 30 milliards de dollars à IBM, mais ça va donner à IBM donc un souffle nouveau dans ce domaine. Alors il faut préférer donc, bien sûr, et c'est ce que fait Docker, des images petites. Je pense que s'il y a beaucoup de redondance entre vos différentes images, il faut les regrouper dans une image partagée. Pour ce qui est des fichiers, je pense que le mieux est de les placer chacun dans un répertoire donc séparé, distinct, qui sera vide au départ. Et la question des bases de données ne peut pas être résolue d'une manière générique, tout dépendra des problèmes que vous aurez donc à traiter. Alors pour améliorer la souplesse de fabrication de ces images, on pourra aussi, ce que l'on fait par exemple avec GitHub, on peut ajouter un fichier complémentaire, ce qu'on appelle un point Docker ignore, qui contient les répertoires et fichiers qui ne feront pas partie du répertoire de référence du Dockerfile. Vous voyez? Donc ça permet d'alléger, on va dire, l'importation. Mais comme pour n'importe quelle, on va dire, application, on verra aussi à ne pas installer donc des outils et frameworks inutiles. Voilà. Et donc de plus, et même si on ne cherche pas à toujours donc urbaniser en mode microservice, on fera en sorte de découper l'application en morceaux indépendants. Chacun sera doté de son image Docker et donc de son Dockerfile. Mais il va falloir avoir beaucoup de patience, de réflexion et disons de temps passé sur cette conception de ces images.
Le découpage, il est fondamental. J'ai presque dire, c'est même pas tellement un problème de gens du TI. Vous tous et nous-mêmes, nous sommes en général des spécialistes de TI. Est-ce que c'est vraiment notre métier? Je ne suis pas certain. Le découpage que l'on va avoir dans on va dire une instance d'un container dans lequel on mettra que ce qui est véritablement nécessaire pour que ça fonctionne en réfléchissant sur des problèmes de performance, de mise à jour et de maintenance. Bien sûr, il y a des aspects techniques, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont des problèmes donc plutôt d'utilisateurs. Alors, l'idée donc selon laquelle, en tout cas, il n'y a rien à préparer pour imaginer donc une image, elle est fausse, hein, ce qui met un petit peu du plomb dans l'aile de ce, on va dire, de la comparaison un peu favorable de Docker par rapport à un système de virtualisation. Le secret, c'est donc le Dockerfile chez Docker. C'est un fichier texte dans lequel Docker va trouver toutes les commandes pour construire son image, celle qui va être installée et exécutée, appelée, installée et exécutée par la fameuse commande build que je vous indiquais tout à l'heure. C'est le cœur du système. Donc c'est un fichier de commande en fait. Vous envoyez ici un exemple sur la droite qui est construit avec des instructions, par exemple le run pour exécuter n'importe commande Linux, env pour initialiser les variables d'environnement, on est vraiment dans un cadre de programmation, add pour copier de nouveaux fichiers dans le bon répertoire de destination, donc Docker, expose qui va préciser donc le port de la machine hôte, mais aussi from, maintainer, cmd, label, etc. Et donc, volume, vous avez user, c'est un langage de programmation. Alors vous me direz, c'est plus du domaine des utilisateurs. Bon, je veux bien admettre, mais je ne crois pas que ça soit très compliqué. Hein. C'est un petit peu comme SQL, et je ne suis pas convaincu que SQL soit un langage qui soit vraiment réservé aux gens du TI. Donc il y a, rappelez-vous, hein, autant de Dockerfile que d'environnement de développement et de langage. Il faudra tout prévoir. Et vous aurez besoin d'installer donc dans le conteneur et de prévoir donc dans le Dockerfile tout ce dont vous aurez besoin. Alors, par exemple, un gestionnaire de servlet Java. Par exemple, comme Tomcat. Ça peut être des commandes de saisie de mots de passe ou une plateforme donc d'autorisation. Ça peut être la plateforme Maven, par exemple. Un conteneur léger, Spring, des frameworks spécifiques. Mais je ne vous donnerai pas une règle absolue quant au découpage entre ce qu'il faut mettre dans le conteneur et qu'on va retrouver donc dans l'image et une certitude d'être dans le vrai. Ça dépendra évidemment des applications et puis de l'expérience que l'on va avoir donc, du sujet. Alors maintenant, on arrive à Kubernetes. Kubernetes, donc vous voyez, vous vous retrouvez dans un cluster maintenant avec plein d'images installées qui ont été appelées à partir donc d'un registre qui viennent s'installer, qui se retrouvent au-dessus d'un Linux ou d'un Windows, dans un monde Windows. Eh bien, on a besoin d'un outil pour administrer tout ça. Pour la petite histoire, il faut savoir que Docker proposait, je devrais dire maintenant, un outil qui s'appelle Swarm. C'est un outil d'administration. Sauf que Docker a souffert d'un problème majeur qu'il était petit. Docker est une compagnie gérée par une compagnie géniale, c'est vrai, il faut le reconnaître. Il faut connaître aussi la capacité d'anticipation de Solomon Hykes, qui n'est vraiment pas courante. Mais c'était une compagnie de 250 personnes. Or, vous comprenez que si vous mettez le sort de votre TI, vous développez vos applications tous azimuts, et vous les mettez entre les mains d'une petite compagnie qui ne fait que 250 personnes, vous allez vous inquiéter. D'autant plus que des bruits ont couru que Docker pourrait être racheté, et pourquoi pas par un Mirantis, un illustre inconnu, comme ça s'est passé. Ce qui est quand même un peu ennuyeux. Et sachant que Google, qui est en face de lui, hein, en tant que Swarm est opposé donc à Google, vous voyez Google, que l'on voit très bien arriver à des sommets de plusieurs centaines de milliards de dollars, on n'est pas du tout dans la même cour d'école. Et donc c'est pas étonnant que finalement Kubernetes s'est imposé dans la couche d'administration, ce qui n'a pas remis en cause le principe, le découpage et la manière de concevoir les images. Ce sont deux choses différentes. L'administration, c'est Kubernetes. L'image, c'est, en 83% des cas, Docker et des Dockerfiles. Vous voyez, donc l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore aujourd'hui,
il y a deux sphères, donc on va dire, d'influence, une autour de l'administration et puis une autour de l'image. Alors le rôle de cette couche est bien sûr essentiel. Donc Kubernetes s'est imposé aujourd'hui. Donc Google, dès le départ, avait cédé son produit Kubernetes à la communauté CNCF, qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps dans le monde de l'administration. Ce sont des composants, donc des services qui réalisent des opérations de supervision des conteneurs implantés dans les nœuds d'un cluster. Des services qui se répartissent en deux familles, je vous les montrerai après, les serveurs centraux et les nœuds du cluster. Alors, les serveurs centraux, ce sera des outils pour déployer, maintenir et mettre à l'échelle les applications portées par les conteneurs, l'adaptation par exemple au nombre d'usagers, et ces outils seront extensibles et pourront donc être combinés. L'entité de base qui va être gérée par Kubernetes, c'est le pod. Le pod, il est constitué d'un ou plusieurs conteneurs qui tous sont situés dans le même nœud du cluster et identifiés par la même adresse IP. L'ensemble des applications d'un pod constitue un tout logique qui est coordonné par Kubernetes. Elle communique par différents moyens. Par exemple, on va utiliser des sémaphores ou bien une mémoire partagée. Ce sont des moyens de communication donc très variables. Kubernetes est donc un cluster constitué d'îlots applicatifs, les pods, ceci ayant donc pour finalité donc d'exécuter un traitement qui éventuellement pourra nécessiter l'intervention de plusieurs containers. Et donc l'administration de tous ces objets, on va dire, de tous ces images, ces containers qui va le faire. Je noterai par ailleurs que les outils Kubernetes sont eux-mêmes empaquetés dans des containers, que ce soit sur les serveurs ou bien sur les nœuds. Vous voyez, on est vraiment dans un monde tout à fait urbanisé. Côté serveur, la composante à installer, les composantes à installer sont ceux du control panel, qui pilote l'activité du cluster, gère l'ordonnancement donc des opérations, ce qui est montré sur ce schéma à côté, c'est le master Kubernetes, la réponse aux événements, le démarrage d'un nouveau pod, c'est le cœur du système qu'on va donc installer, bien sûr, sachant qu'on pourra configurer plusieurs serveurs maîtres, ayant autant pour la sécurité que pour les performances. Kubernetes peut être load balancé entre plusieurs serveurs. Vous voyez un peu toute la puissance de ce qu'on peut imaginer avec ça. Alors vous avez ici quelques composants qui sont importants et essentiels dans la philosophie de Kubernetes. Le Kubi Controller Manager, c'est lui qui exécute les contrôleurs, le fameux node controller et qui maintient l'activité donc des nœuds et qui réagit quand un nœud tombe en panne. Il y a le Replication Controller qui maintient le nombre correct de pods donc pour chaque contrôleur, et puis le Endpoint Controller qui diffuse les objets vers les nœuds, sur lesquels donc les pods, etc. C'est la tour de contrôle. Vous avez le Kubi Scheduler, un service qui va donc surveiller les pods nouvellement créés et va les affecter aux nœuds en se basant sur les ressources nécessaires et disponibles, bien sûr. Et je rappelle d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, que rien n'empêche que vous imaginiez votre cluster, vous imaginez pour votre cluster des nœuds qui sont sur le cloud et des nœuds qui sont chez vous. Et tout ça va se faire d'une manière automatique. Une question est posée par Déon qui me demande si Kubernetes est maintenant multitenant, un seul master pour un client. Réponse oui. C'est très récent, mais c'est exact. En fait, c'est une question qui est extrêmement pertinente. Kubi, donc API Server, c'est le front-end de Kubernetes, celui qui expose, on va dire, l'API donc à l'extérieur. Et puis vous avez ETCD, là c'est la partie stockage. Donc ça c'est côté serveur. Maintenant, côté client. Là, donc il faut installer, pareil, installer un certain nombre de choses. Donc des services donc Kubernetes doivent être installés, chargés de la supervision donc des pods applicatifs, à qui ils vont attribuer donc les ressources nécessaires dans la plateforme d'exécution dans le runtime. Alors vous avez Kubernetes, donc c'est l'agent qui assure que les containers s'exécutent bien dans un pod, et donc pour ça il se fonde sur ce qu'on appelle des pod specs. Alors, Kubernetes ne gère que les containers créés par Kubernetes. Il y a KubeProxy qui est l'abstraction réseau tout à fait traditionnelle du réseau, et vous avez le container, on va dire, runtime, une pièce essentielle donc de l'exécution des containers qui lui supporte plusieurs runtimes et formats d'images
Container ID, CRI-O, les RCANet qu'on a évoqué tout à l'heure, etc. Bien sûr, il y en a beaucoup. Et Container ID a été intronisé au début, donc 2009, dans CNCF. Alors vous voyez bien que CNCF joue un rôle qui est quand même tout à fait essentiel. Kubernetes exploite également donc des add-ons, des services et des pods qui implémentent indépendamment certaines fonctions, par exemple les interfaces web, WebUI, et puis les DNS, la gestion des DNS, entre autres. Il n'y a pas que ça. Et puis donc des fonctions de monitoring également avec on va dire les métriques de suivi, le logging également pour ce qui s'est passé dans le cluster, les enregistrements de tous les événements qui se sont produits, etc. Donc Kubernetes, encore une fois, est un aspect qui est vraiment fondamental. Vous avez ici quelques plateformes que je vous recommande, on ne les connaît pas toutes, mais on les a quand même regardées, qui vous permettent de vous abstraire et de vous aider lorsque vous allez installer Kubernetes. Alors, CoreOS fournit une distribution Linux qui englobe Kubernetes. Vous avez Kubernetes lui-même avec une distribution d'Ubuntu qui arrive avec Kubernetes, qui est compatible avec n'importe quel cloud. Vous avez Pivotal avec un container service qui est compatible avec Kubernetes. En général, d'ailleurs, avec d'autres formes, mais c'est surtout Kubernetes qui nous intéresse. Vous avez Container, une distribution Kubernetes qui a été certifiée maintenant par le CNCF, et vous avez un descriptif un peu plus complet ici. OpenShift, bien sûr, la plateforme container de Red Hat, qui est bien sûr compatible avec Kubernetes. Vous avez la SUSE, d'origine allemande, CAAS plateforme, qui combine les fonctionnalités donc de container et d'orchestration, donc Kubernetes. Vous avez Teletube, donc de Gravitational, qui est une distribution Kubernetes pour les plateformes privées SAS. Alors les applications doivent être packagées dans des bundles pour être publiées dans des clusters Kubernetes. Bon, c'est très intéressant à regarder, mais tout le monde n'est pas dans le contexte, bien sûr, le contexte des clouds privés. Et puis Rancher, donc qui se place donc qu'on a déjà évoqué, qui également se situe au niveau supervision, donc tel que Kubernetes. Alors si ça vous intéresse, regardez cela. Et puis nous avons dans notre portail, dans notre site internet, nous avons détaillé très longuement tous ces systèmes, un petit peu les caractéristiques que l'on peut trouver maintenant en matière d'installation, le bon et le moins bon dans ces systèmes. Alors, autre point que l'on conteste également beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup dit que Docker est un système qui n'est pas sécurisé. Mais moi je pense que d'abord, les reproches qu'on lui fait sont les reproches qui sont liés à ses qualités. D'abord, le noyau. C'est vrai, il est partagé entre plusieurs images Docker de la machine porteuse. Donc évidemment, si le noyau Linux ou Windows est attaqué, tout le monde va être perturbé. Mais disons, c'est l'inconvénient de sa qualité. Comme Docker n'a pas été conçu pour isoler les ressources utilisées, il se peut qu'un container, de ce fait, puisse cannibaliser toutes les ressources à son profit. Alors je vous ai ici indiqué quelles sont donc les possibilités que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un inconvénient qui a été corrigé depuis 2014 avec un paramètre qui est le uLimit, qui permet de restreindre les ressources consommées. Je vous ai même mis ici un exemple de commande. Et depuis la version 1.6, qui est un peu ancienne d'ailleurs de Docker, on peut aussi définir des valeurs uLimit par défaut pour tous les containers, avec une option, vous voyez, ça dépendra, donc, vous voyez, il y a un certain nombre de processeurs, par exemple, tout est indiqué, vous allez pouvoir définir donc les contraintes de limite. L'engin Docker a été mis à jour de manière à gérer les dispositions Linux de bas niveau, comme Second, pour filtrer les appels système d'un process Linux au niveau du noyau. Et donc, user namespace, ça permet donc de créer des groupes de processus de base sous Linux, ça veut dire de sécuriser tout ça. Jusqu'à la version 1.10, Docker comportait les namespaces PID, UTS, IPC et Network, mais il lui manquait le groupe root, de sorte qu'un utilisateur root dans un container aurait pu sortir de son image et conserver des privilèges root sur la machine hôte. C'est évidemment très embêtant. Ça a été corrigé. Maintenant, donc, on a ce fameux groupe. Et puis, d'autres fonctionnalités nouvelles vont dans le même sens. Par exemple, un Docker Content Trust, pour certifier un container et son contenu, ou un service de scan qui est capable de détecter aujourd'hui les vulnérabilités qu'on peut trouver dans une image, un scan. Donc,
Aujourd'hui, je pense que c'est un faux problème, hein, c'est un faux problème, d'autant que vous pouvez très bien appliquer des bonnes pratiques. Hein. Une partition Linux séparée pour chaque nœud Docker, hein, pourquoi pas. Donc on met toutes les images sous un répertoire racine qu'on peut facilement saturer et donc par transitivité saturer donc le répertoire racine. Ça c'est très inquiétant. Éviter les communications entre containers de manière à ce qu'une image mal intentionnée n'aille regarder ce qui se passe ailleurs. Alors, on ne peut pas toujours le faire, mais il ne faut autoriser que les containers liés par la fonction link. Il suffit d'éditer pour ça le fichier, donc le fichier Docker que vous trouvez à etc/défaut/Docker et de modifier donc la variable Docker underscore OPTS. Ne pas utiliser et surtout abuser du mode privilégié qui est très puissant, mais qui permet aussi de lancer de nouvelles images sur la machine hôte et donc de la saturer. Ne faites confiance qu'aux images validées par Docker et si possible allez vérifier donc la source, c'est chez GitHub, hein, que l'image que vous installez est bien celle qui est recensée. Mais ça, c'est un problème qui est très courant maintenant. Hein. C'est vrai pour PHP, hein, pour Node, c'est vrai pour JavaScript, c'est vrai. Il faut faire attention à ce qu'on récupère d'un répertoire public parce que tout n'est pas forcément très acceptable. Évitez de galvauder donc le mode root. Et pour ce qui est des ports à ouvrir sur la machine hôte, ne pas fonctionner par défaut, et je vous propose plutôt une déclaration, on va dire, d'une manière port par port. C'est plus long, mais à mon sens, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Alors, je vous ai mis ici, donc, quelles sont les bonnes recommandations qu'il faudrait pouvoir utiliser pour imaginer donc une application. Alors, vous avez tout, hein, vraiment vous avez tout ici. Comment construire donc un repository de services. Il faut modéliser votre application qui va être transportée sous forme de conteneurs, d'images containers. Vous allez devoir modéliser et utiliser pour cela un langage de modélisation formel. Pourquoi pas BPEL, qui est du XML, qui est utilisé pour les web services. Pensez à la modélisation. Elle n'a jamais été aussi importante que pour ces architectures, on va dire, éclatées. Tenir compte que les services vont être orchestrés, mais qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à l'exécution. Il faut donc bien penser à l'acheminement, d'où lourdeur de l'image, le fait qu'il y a beaucoup de choses embarquées dedans, ça ne va pas être nécessairement donc du temps réel. Hein. Il faut prévoir les découvertes des microservices, donc via le répertoire. C'est un service qui normalement est natif, hein, qui est très important. Le traitement de l'asynchrone, qui est fondamental là, dans ce contexte, des conteneurs, des clusters. La gestion des exceptions, qui est d'autant plus complexe qu'on est dans un mode distribué. La gestion des files d'attente aux microservices, ça peut être des modes LIFO ou FIFO. Alors si vous devez les développer vous-même, il faut bien du plaisir. Hein. Le traitement des formats de messages, vous allez pouvoir avoir des fichiers texte, hein, des fichiers CSV, du texte avec séparateur, des fichiers JSON JavaScript, des fichiers XML. Peut-être la prise en charge des problématiques de confidentialité à travers le chiffrement, voire d'identité des microservices. La gestion de dégradation des applications, qui est extrêmement délicate à gérer dans un environnement comme ça. Parce que ça peut partir en quenouille, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et donc, c'est pas très simple. Hein. Et donc, il faudrait peut-être que chaque microservice ou service envoie donc un état de comportement, ce qu'on va appeler le heartbeating, à tout moment au repository pour lui dire quelle est sa situation à un moment donné, etc. C'est donc quelque chose qui peut s'envisager, mais qui n'est pas simple, et pas aussi simple qu'on pourrait le penser. On peut penser également à la répartition de charges. Une conséquence donc du point précédent, l'idéal étant donc de disposer d'une API pour ça, dédiée, qui va régler ce problème. Vous voyez, donc, vous allez aussi des problèmes de tolérance de faute, parce que certains services que vous allez embarquer dans un container vont être particulièrement importants. Alors, soit vous les montez dans une architecture cloud de type FAS, soit vous la bardez hein, avec une API, donc qui va vous permettre donc de garantir sur une plateforme faite pour ça la tolérance aux fautes de manière à ce qu'elle ne tombe jamais en panne. Et puis, bien sûr, l'enregistrement des événements de l'application dans un fichier log. J'arrive au bout donc de ma présentation. Il me reste juste 2 minutes si vous le voulez bien. Donc, je vous recommande deux choses. Hein. D'abord, je vous ai dit que le monde des containers était réglementé aujourd'hui, influencé, on va dire,
par deux organismes, donc le CNCF, donc le Cloud Native Computing Foundation, qui a été créé en 2015 par 18 compagnies. Sa vocation est d'orienter le marché donc vers des solutions aux couleurs des membres du CNCF. Oui. Les deux plus grands acteurs du cloud, qui étaient Amazon, AWS et Microsoft, ont rejoint récemment cette communauté en tant que membres importants, hein, puisqu'ils sont des membres Platinum. On peut dire qu'aujourd'hui, CNCF regroupe tous les acteurs importants qui comptent dans le monde du cloud. Donc, si vous développez des applications pour les conteneurs dans un cloud, vous ne pourrez pas faire l'économie d'aller regarder ce qui se passe dans CNCF. Aujourd'hui, CNCF tourne toujours autour de Kubernetes, qui constitue toujours son projet phare, mais il y a d'autres projets. Je peux vous citer Prometheus, FluentD, gRPC, qui est un système d'appel de procédure à distance dont on parle de plus en plus maintenant, même s'il est d'obédience Google. Vous avez Containerd, vous avez Rocket, vous avez CNI, Notary, vous avez Vitesse pour le stockage. Et en plus, CNCF est considéré aujourd'hui, malheureusement, comme le bras armé de Google dans le monde des conteneurs. Et si vous voulez, ce qui est un peu embêtant, c'est que si vous confiez votre destin à un seul prestataire qui manipule tout, et Dieu sait ce qui se passe avec Google, je connais un certain nombre de directeurs de TI de mes amis qui ne supportent pas, ils sont sortis de l'emprise d'IBM, c'est pas pour retomber dans celle de Google. Bien. Eh bien, vous avez la deuxième, donc, et je vais terminer avec ceci, deuxième sphère d'influence, c'est celle donc dite OCI pour les containers, donc Container Initiative, qui est l'autre sphère phare, hein, qui a été également fondée en 2015, mais cette fois-ci, c'était donc Docker, sous l'impulsion de Docker, et ce projet succédait à l'Open Container Project. Là, cette fois-ci, l'objectif, vous pourrez le regarder plus tranquillement après, c'est de proposer, donc, on va dire, un forum qui va donc nous permettre de savoir dans quelle direction s'orientent les images des conteneurs, les images, vers quoi on va. Et c'est donc là où ça se passe. Donc pour résumer, si vous voulez, il faut bien voir que cette technologie, elle est imparable. Elle est complètement imparable aujourd'hui, ça j'en suis totalement certain. Vous allez développer des applications urbanisées, donc éclatées, vous allez utiliser des containers, vous allez probablement utiliser Docker, et vous allez faire du Kubernetes, c'est sûr. Mais tout n'est pas réglé, donc ayez toujours une oreille pour écouter ce qui se passe du côté d'OCI et donc de CNCF. Pourquoi ? Parce qu'il peut se passer des choses, il peut y avoir des évolutions, on va dire des images qui seront peut-être maintenant compatibles avec OCI, alors que ce n'était pas le cas auparavant. C'est quelque chose d'important. C'est le rôle, cette fois-ci, bien entendu, donc du TI de le faire. C'est un travail technique, bien entendu. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces technologies. Alors, je vous rappelle le prochain rendez-vous que nous avons. Vous savez qu'on se retrouve maintenant toutes les semaines. Hein. Mercredi prochain, on va travailler sur la 6G. Alors, vous pouvez penser que la 5G n'est pas encore là. Ben moi, je vous pense que la 6G est déjà là. C'est hallucinant ce qui nous arrive. Hein. Avec des milliards donc d'objets qui vont se promener sur la planète, ça va pas être triste. Le 19 mai, on va parler donc des preuves d'autorité en blockchain, des preuves d'autorité de manière générale, pas seulement celles des bitcoins, mais également celles d'Ethereum et les autres. C'est un domaine qui est fascinant. Le mercredi 27 mai, on parlera de la planification des projets Scrum. Pourquoi ? Parce que plus de 50% des projets aujourd'hui sont développés avec Scrum pour des applications donc qui s'y prêtent. Hein, et donc la planification est quand même quelque chose de très particulier au monde Scrum. Et je pense que ça méritait donc on va dire le coup de projecteur que je lui donne. Le mercredi 3 juin, ce sera des réseaux LT1. Comment choisir entre LoRa et donc Sigfox. Et le 10 juin, ce sera donc un focus sur les runtime modernes, on a évoqué tout à l'heure avec LLVM, avec les runtime PHP, etc., runtime Java. Vous voyez, donc, ce sont des domaines qui sont quand même importants. Notre monde à nous, le monde du développement, très très influencé aujourd'hui par ces containers et ces, on va dire, ces images, hein, et les applications donc distribuées. Vous savez, je vais vous dire mon point de vue. On est entre nous, ça transparent, les autres ne le sauront pas. Je pense que l'obstacle numéro un, c'est pas la technologie. L'obstacle, c'est la tête. C'est que pour développer une application, vraiment une application
on va dire, urbanisée, intelligente, avec une taille d'image correcte, ça c'est un travail qui n'est pas évident du tout, et je ne suis pas certain que dans la tête des chefs de projet et des directeurs de TI, ce soit quelque chose pour lequel ils sont vraiment convaincus. Mais peut-être suis-je un peu pessimiste, ça sera donc, on dira, la faute du coronavirus. Je vous remercie infiniment de votre attention et j'espère à mercredi prochain. Au revoir.